Alors le sujet d'aujourd'hui va traiter des défis posés par la surveillance des maladies équines en France. Et je vais commencer par vous définir la surveillance épidémiologique. C'est une méthode fondée sur des enregistrements de données qui permettent de suivre de manière régulière et prolongée l'état de santé ou les facteurs de risque d'une population définie, et en particulier de déceler l'apparition de processus pathologiques et d'en étudier le développement dans le temps et dans l'espace, en vue de l'adoption de mesures appropriées de lutte. Donc pour approcher les défis de la surveillance des maladies avec le cas particulier des équidés en France, je vous propose de suivre 3 étapes. La première sera de voir pourquoi il est important de surveiller les maladies équines. La deuxième étape sera de voir comment on peut surveiller ces maladies équines. Et dans la dernière partie, je vous présenterai le RESP, donc le réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine. Alors, pourquoi est-ce important de surveiller les maladies chez les chevaux? L'histoire récente de la filière équine française est marquée par plusieurs crises sanitaires. Vous voyez ici sur cette diapositive représenter une chronologie qui est malheureusement non exhaustive et qui montre que régulièrement, il y a des survenues de crises sanitaires chez les équidés et que les maladies en cause ont une forme épidémiologique variée. Il peut s'agir de maladies exotiques qui ont été introduites mais éradiquées. Je fais référence à l'introduction de la peste équine en Europe dans la fin des années 80 en Espagne, qui était donc aux frontières de la France et qui a pu être éradiquée avant de rentrer sur notre territoire. Il y a également des maladies émergentes qui ont fini par s'installer dans notre territoire. En cause, le changement climatique, je pense à la fièvre West Nile, où les conditions environnementales ont évolué et sont maintenant réunies pour que le cycle épidémiologique du virus puisse s'accomplir sur notre territoire. Il y a également des maladies résurgentes, comme les fièvres aphtheuses, ou des maladies enzootiques récurrentes, comme la grippe équine, l'artérite virale, ou encore les rhinopneumonies, qu'on appelle les herpès viroses de type 1 et 4. Alors ces maladies, elles ont des conséquences multiples. Évidemment, des conséquences sanitaires, alors en termes de santé animale, avec la gravité médicale qu'elles peuvent engendrer, mais également en bien-être animal, puisque certaines de ces maladies n'ont pas de traitement, notamment, par exemple, l'anémie infectieuse équine. Certaines de ces maladies sont des zoonoses, donc elles ont un impact sur la santé publique, comme la fièvre West Nile ou la leptospirose. Et ensuite, on a un ensemble de conséquences économiques qui sont à la fois directes, avec la prise en charge des médicales et le traitement des équidés, donc l'ensemble des coûts de santé que ces maladies génèrent, mais également des conséquences économiques indirectes, avec le coût des mesures de gestion, comme par exemple les interdictions de mouvement et de rassemblement qu'elles peuvent générer, qui se traduisent par des arrêts des compétitions et des courses, par exemple, et dans certains cas, aussi entraîne la fermeture de certains marchés à l'export, comme ça a été le cas en 2016 avec la détection de cas de pyroplasmose et la fermeture qui a engendré la fermeture du marché de la viande chevaline au Japon. Enfin, on a des conséquences sociétales de ces maladies, puisqu'il existe tout un tissu d'entreprises professionnelles qui sont en lien avec les équidés dans notre pays. Et également, nous avons une relation particulière à ces animaux-là, en lien avec l'abattage nécessaire, en tout cas réglementaire jusqu'alors, des chevaux qui sont atteints d'anémie infectieuse équine. Donc toutes ces conséquences justifient la mise en place d'une surveillance épidémiologique, à la fois pour mieux connaître et comprendre les maladies équines, mais également pour informer les différents acteurs de la filière, pour permettre à la fois une gestion et une prévention de ces maladies adaptées et proportionnées. Et le RESP, le réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine, surveille les maladies équines depuis plus de 20 ans et donc est confronté à plusieurs défis que je vais maintenant vous présenter. Alors, quand on parle de surveillance épidémiologique des maladies, surveiller, ça veut dire qu'il faut pouvoir quantifier ces maladies. Et en général, on utilise des indicateurs épidémiologiques pour cela. Usuellement, ces indicateurs, ils ont la forme d'un rapport, d'une proportion, avec un numérateur et un dénominateur. Parce qu'en effet, 10 chevaux malades sur 10, c'est pas tout à fait la même chose que 10 chevaux malades sur 10 000.
la perception de l'importance n'est pas la même et les mesures de lutte seront forcément différentes. Donc commençons avec la définition dans notre indicateur épidémiologique du numérateur. En fait, ce que l'on cherche à identifier, ce sont tous les équidés malades, donc le nombre, et compter le nombre d'événements pathologiques. Donc il y a deux approches. Soit on observe des manifestations cliniques qui peuvent être parfois pathognomoniques, c'est-à-dire qu'elles sont complètement spécifiques d'une maladie et quand ce signe est là, ça veut dire qu'on est sûr que c'est cette maladie en question. Ça peut être également observé, ces manifestations, à l'occasion d'autopsies avec des lésions spécifiques. Et l'autre approche, c'est de rechercher des marqueurs biologiques d'une infection ou directement l'agent pathogène en cause qui provoque la maladie. Et pour cela, on s'appuie sur des examens complémentaires qui sont des analyses diagnostiques de laboratoire, soit par exemple on recherche les anticorps, qui sont des marqueurs biologiques d'une infection, par des analyses sérologiques, soit on recherche le génome de l'agent pathogène, son ADN. Je ne vous présente plus les techniques d'amplification génique, ce que sont les PCR. Donc, pour les équidés, on est plutôt content parce qu'on a des critères d'identification des maladies qui sont complètement disponibles. C'est quand on parle du dénominateur que ça se complique un peu, puisque donc pour quantifier la population dans laquelle, l'objectif c'est de quantifier la population dans laquelle les cas de chevaux malades ou d'équidés malades sont enregistrés. Donc tout d'abord en termes de taille, la population équine en France doit être identifiée de façon obligatoire depuis 2008. Tous les équidés sont recensés dans la base de données CIR pour Système d'identification relatif aux équidés, qui est gérée par l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'IFCE. Malheureusement, cette base de données n'est pas complètement exhaustive encore, et notamment il y a un enregistrement partiel des mortalités et des exports. Donc pour cela, l'IFCE utilise des modèles qui permettent d'estimer la population équine, et la dernière estimation en date, en tout cas publiée de 2019, et elle évalue la population totale, la taille de la population, à 1 050 000 équidés. Et donc, comme tout modèle, il est associé une précision de cette estimation, ou si on voit les choses dans l'autre sens, une incertitude. Et donc, ça veut dire qu'on a une connaissance qui est imparfaite de la démographie équine en France, en termes de taille, mais également en termes de structure. Je parle de l'âge, par exemple, de la répartition des classes d'âge, qui peut être important pour la surveillance épidémiologique, puisque certaines maladies touchent plutôt certaines catégories de population, les jeunes, les plus âgés, etc. Ensuite, deuxième difficulté, cette population équine, elle est particulièrement hétérogène. Alors notamment, les équidés sont utilisés pour des activités variées et chacun de ces usages est géré par des représentants institutionnels différents. Donc il y a les courses hippiques, le sport avec les différentes disciplines, le saut d'obstacles, le complet, le dressage, l'attelage, etc. L'équitation de travail, l'équitation de loisirs, la production de viande pour la consommation humaine, l'élevage et la reproduction. Toutes ces activités correspondent à des pratiques d'usage différents qui correspondent également à des expositions au risque de maladies différents. Il y a quelque chose qui est commun à toutes ces activités, c'est que de façon générale, les équidés sont des animaux qui bougent beaucoup, donc on a de nombreux mouvements, que ce soit des chevaux athlètes de course ou de sport qui ont des mouvements internationaux, les reproducteurs également, leurs semences, on a beaucoup d'insémination artificielle, ou les embryons, et on a aussi de l'export de viande chevaline pour la consommation humaine. Et je ne suis pas exhaustive. Donc tout cela nécessite une certaine traçabilité pour savoir où sont et quand sont où et quand se situent les équidés. Et ça traduit également qu'une exposition au risque de maladie est hétérogène dans la population et nous avons également une traçabilité imparfaite. Les équidés présentent également une autre caractéristique notable par rapport aux autres animaux pour lesquels on surveille les maladies, c'est qu'ils ont une espérance de vie longue, plus longue en tout cas que les autres animaux avec lesquels on travaille, on va dire, environ une trentaine d'années. Et cette longévité implique un changement régulier, ou en tout cas possible, d'activité, de propriétaire et de lieu de détention. Et ceci se traduit par une exposition au risque de maladie qui varie pour un même individu au cours du temps. Donc tout ça, ça complexifie la traçabilité et donc notre connaissance qui est encore plus floutée de la répartition spatio-temporelle des équidés et des risques auxquels ils peuvent être exposés en termes de maladies.
Ensuite, ces indicateurs épidémiologiques, on les rapporte, on les calcule selon une certaine unité qu'on appelle unité épidémiologique, qui est soit un sujet isolé ou un groupe de sujets vivant ensemble qui partagent un même environnement et les mêmes risques d'exposition aux agents pathogènes. C'est ça qu'on essaie de définir. Et la population équine en France a un suivi sanitaire qui est hétérogène. Il y a beaucoup de médecine individuelle, donc les individus sont suivis de façon particulière, que ce soit les chevaux athlètes ou les équidés de loisirs. Il y a un petit peu de médecine de population dans les grosses structures d'élevage, où là ce sont les groupes qui sont suivis et le suivi sanitaire n'est pas individualisé. Et ensuite, cette hétérogénéité s'applique aussi en fonction des races, puisque certaines maladies de la reproduction sont dépistées et recherchées à cette étape de la reproduction, mais la liste des maladies et les sujets sur lesquels les maladies sont recherchées varient en fonction des races, des standards de race et des studbooks. Enfin, les lieux de détention pourraient être une façon de voir les choses en disant si on cherche notre unité, ce sera l'unité géographique. Mais en fait, encore une fois, on mélange un petit peu différentes notions, puisqu'un même lieu de détention peut avoir quand même des pratiques variables pour gérer un problème sanitaire. Un élevage ne gérera pas les choses de la même façon qu'une écurie de propriétaires, dans lesquelles chaque propriétaire peut appeler son propre vétérinaire et il n'y a pas forcément de coordination. Donc cette unité épidémiologique peut varier en fonction des situations, de l'individu, du troupeau, enfin du groupe de chevaux ou d'équidés, du lieu de détention, on pourrait aussi dire la race, voire même l'usage. Donc toute cette hétérogénéité complexifie l'évaluation de l'exposition aux risques sanitaires et donc on a plusieurs sous-populations à prendre en compte en fonction des maladies et des situations. Un mot du cadre réglementaire dans lequel ces activités de surveillance des maladies sont conduites. Donc ça, il s'agit à l'échelle internationale, pour toutes les maladies animales, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OMIE, définit les standards de détection des maladies, de diagnostic, avec notamment les méthodes d'analyse en laboratoire de référence. À l'échelle européenne, c'est l'Europe, donc c'est l'Union européenne, avec dernièrement la loi santé animale qui définit les maladies qui doivent être surveillées, qu'on appelle les maladies réglementées, pour lesquelles on a donc une obligation de prévention et de lutte à l'échelle européenne, et la France s'accorde sur cette législation. En France, c'est l'ANSES qui porte les mandats de référence en termes de diagnostic et de surveillance pour ces maladies réglementées, que ce soit à l'échelle nationale, européenne, et pour certaines des maladies qui sont donc réglementées à l'échelle internationale par l'OIE. Toutefois, depuis avril 2021, donc assez récemment, la loi santé animale est en application et donc il s'agit d'une évolution de la réglementation européenne en matière de prévention et de lutte contre les maladies animales, qui se traduit pour les maladies, et en particulier les maladies équines. Certaines ne sont plus réglementées, en tout cas plus le même niveau de réglementation, et donc une partie de leur gestion ou de leur prévention est déléguée de l'État à la filière. Et ceci a une importance fondamentale, puisque si vous regardez le dessous de l'iceberg, c'est qu'en pratique, la moitié des épizooties qui déstabilisent la filière française équine, et assez régulièrement, elles ne sont pas moins réglementées, comme par exemple la grippe ou les herpesviroses, donc les rhinopneumonies. Ceci se traduit par deux défis pour la filière équine française. Tout d'abord, la surveillance, donc des programmes de surveillance peuvent être mis en place à l'initiative des organisations professionnelles de la filière. Ce sont des programmes de surveillance collectifs et volontaires. Et donc, avec la loi santé animale, on aura un peu plus prochainement de maladies à surveiller dans cette configuration-là. Et se pose la question, avec toute la multiplicité des acteurs que l'on a pu voir de la filière, comment coordonner l'ensemble de ces acteurs et pour qu'ils aient un même objectif partagé. Le second défi, c'est que pour ces maladies non réglementées, il n'y a pas forcément de méthode d'analyse diagnostique officielle de référence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technique pour les rechercher au laboratoire, forcément imposée. Et donc, chaque laboratoire peut proposer sa propre méthode, ce qui pose un problème de comparaison des cas et pour compter les cas entre les laboratoires. Puisque avec la pandémie de Covid-19, on a bien vu que la sensibilité et la spécificité varient en fonction des techniques. Et donc, un même cheval vraiment malade
peut, selon la technique utilisée, apparaître positif ou négatif. Et donc tout le défi consiste en pouvoir comparer l'ensemble de ces résultats pour pouvoir avoir une vision globale et standardisée, si possible, de la circulation de ces maladies qui ne sont pas réglementées en France. Donc le réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine, le RESP, il contribue à relever ces défis depuis plus de 20 ans. 1999, c'est l'année de sa création. Depuis 2008, ce réseau a changé de statut, de forme juridique, et est une association de loi 1901. Et sa particularité, c'est que sa gouvernance est partagée entre les vétérinaires et les socioprofessionnels. Ça veut dire qu'il y a une coordination de ce réseau réalisée par les différents acteurs de la filière, en tout cas leurs représentants, et que ces différents représentants ont l'habitude de travailler ensemble sur la question des maladies équines. La mission principale du RESP, c'est de suivre les fluctuations de l'incidence des maladies équines qui ne sont pas réglementées et qui sont présentes en France. On dit souvent, si je résume un peu la définition que je vous ai donnée en introduction, en gros, surveiller, c'est observer pour pouvoir agir. Et schématiquement, le RESP surveille 3 grands groupes de maladies en fonction des actions qui en découlent. Le premier groupe rassemble les maladies transmissibles et contagieuses qui nécessitent une détection précoce pour une gestion collective et réactive. C'est le cas par exemple de la grippe équine ou des herpès virus de type 1 et 4, donc les rhinopneumonies. Le deuxième groupe rassemble les maladies transmissibles et non contagieuses ou métaboliques qui nécessitent une détection précoce pour une gestion individuelle cette fois-ci et réactive. Il s'agit par exemple des pyroplasmoses ou de la myopathie atypique. Le troisième et dernier groupe rassemble les maladies pour lesquelles on n'a pas encore beaucoup de connaissances, et donc le fait de centraliser les cas permet d'augmenter, d'acquérir cette connaissance dans un premier temps. Il s'agit par exemple de certaines maladies génétiques et des intoxications par certaines plantes. Au total, le RESP surveille quasiment 25 maladies différentes. Les instances de pilotage de ce dispositif, donc comme une association, c'est quelque chose d'assez classique. Il y a un conseil d'administration et un bureau. La particularité, c'est que le conseil d'administration est représenté à moitié par des socioprofessionnels de la filière équine et de l'autre moitié par des vétérinaires. Et cet organe permet de définir les orientations et la stratégie de l'ensemble du dispositif de surveillance. De façon pratique, il est appuyé par le conseil scientifique et technique, qui est constitué de différents collèges thématiques d'experts en fonction des maladies et qui rassemble des professeurs des écoles nationales vétérinaires, des praticiens, des scientifiques, des laboratoires d'analyse qui sont reconnus pour définir plus précisément des objectifs de surveillance et des protocoles de recueil des données en fonction des maladies et des syndromes qui sont suivis. Et pour animer et mettre en place ceci au quotidien, il y a une équipe de permanents dont je fais partie, et nous sommes 3,5 personnes en ce moment. Donc ce dispositif permet de coordonner des programmes de surveillance qui sont collectifs et volontaires. Alors, en pratique, nous avons 2 modalités de surveillance qui sont différentes mais complémentaires. La première, à votre gauche, c'est la surveillance syndromique. Il s'agit de définir un certain nombre de syndromes, c'est-à-dire des suspicions, un ensemble de symptômes qui pourraient être des maladies qui se ressemblent, qu'on appelle syndrome. Et donc toutes ces suspicions cliniques de maladies sous la forme de syndrome sont surveillées sur le terrain par un réseau de vétérinaires sentinelles, qui sont à peu près 950, ça représente à peu près un tiers des vétérinaires en France qui déclarent à l'ordre des vétérinaires une activité équine, qu'elle soit totale ou partielle. Et donc, il y a un certain nombre de syndromes qui sont surveillés par ces vétérinaires sentinelles. Et quand un cas suspect est rencontré, le vétérinaire sentinelle envoie un certain nombre d'informations au RESP via un système informatique avec donc un questionnaire avec des données spécifiques et standardisées, ce sont les mêmes pour tous les cas, et en parallèle effectue des prélèvements qu'il envoie à notre laboratoire d'appui, qui est le laboratoire Labeo dans le Calvados. Et en échange de cet échange de données, on va dire, le RESP prend en charge la moitié des coûts d'analyse de laboratoire pour le propriétaire du cheval suspect. En parallèle, le deuxième type de surveillance est une surveillance qui est ciblée sur des infections, des maladies, qui nécessitent une détection précoce pour une gestion réactive et collective.
Donc, il y a un certain nombre de maladies, comme les rhinopneumonies, l'herpès-virus de type 1, 4, mais aussi 3, qui se transmet par la reproduction, la grippe équine, la gourme, il y en a un certain nombre d'autres. En fait, il s'agit du coup, on s'appuie sur les résultats du laboratoire, qui reçoit des prélèvements issus soit de ces vétérinaires sentinelles, mais en général on est au courant, ou de vétérinaires qui ne sont pas sentinelles pour le RESP, mais qui ont des suspicions de telle ou telle maladie. Et dans ce cas, tous les résultats positifs sont transférés au RESP, sous réserve de garder évidemment sous l'anonymat et la confidentialité à la fois du vétérinaire prescripteur et du propriétaire de l'équidé malade, et pour que le RESP puisse effectivement générer des alertes des différents acteurs de la filière et du grand public, notamment en cas de foyer qui commencerait à apparaître. Et dans ce cas, une cellule de crise peut être mise en place avec les différents acteurs de la filière pour aider à la gestion de ces foyers. Donc voici rapidement les différents syndromes qui sont suivis par le RESP. Et dans chaque case, vous avez par exemple le syndrome respiratoire aigu. Ce sont les maladies qui sont cherchées de façon systématique quand on a un cheval qui est suspect et qui présente ce syndrome-là. Et donc voilà l'ensemble des différents sous-réseaux de surveillance qui sont suivis par le RESP. Je vous présente maintenant quelques indicateurs de fonctionnement du dispositif de surveillance, en commençant par son activité, que l'on traduit par le nombre annuel de déclarations depuis sa création en 1999. Donc vous voyez qu'il y a une forte augmentation autour de 2011. Ça correspond à la mise en place d'une déclaration informatisée. Avant, c'était par papier ou par fax. Suivi assez rapidement d'une diminution du nombre de déclarations, et ça correspond probablement au fait qu'au début de la vie du réseau, l'ensemble des coûts des analyses au laboratoire était pris en charge par le RESP, mais son succès aidant, le nombre de déclarations a augmenté, mais le budget n'a pas forcément suivi en conséquence. Donc depuis 2013, seulement 50% des analyses, des coûts d'analyse de laboratoire sont pris en charge. Ça a diminué un petit peu la participation. Ensuite, on a une augmentation qui correspond à la création de nouveaux sous-réseaux de surveillance et donc de nouveaux syndromes qui ont été surveillés. Et puis une diminution en 2020, probablement liée à la pandémie Covid-19 sur laquelle je ne vais pas m'attarder. Le deuxième indicateur que je voulais vous présenter, c'était la réactivité. Donc on peut la calculer à deux niveaux. D'une part, au niveau des vétérinaires sentinelles, il s'agit du délai en nombre de jours entre la visite du vétérinaire du cheval suspect et sa déclaration au RESP. Et donc, on voit que dans 90% des vétérinaires sentinelles déclarent au RESP leur suspicion dans un délai de moins de 2 jours, et la moitié d'entre eux font la déclaration le jour même. Le deuxième niveau de réactivité, c'est à l'échelle du détenteur. Et dans ce cas, j'ai pris l'exemple de 3 syndromes qui nécessitent une détection précoce. J'ai oublié de vous préciser que c'était la même chose pour les vétérinaires sentinelles, c'est uniquement pour ces 3 syndromes. Donc le syndrome respiratoire aigu, le syndrome fièvre isolée et le syndrome signe nerveux. Et donc dans le cas du détenteur, il s'agit du délai en nombre de jours entre la détection des symptômes par lui-même et la visite du vétérinaire sentinelle du cheval, de son propre cheval. Et on voit donc la moitié d'entre eux, ce délai est d'environ 2 jours, donc c'est plutôt réactif. Mais on voit qu'il y a encore 25% des détenteurs qui peuvent attendre plus de 4 jours pour un syndrome respiratoire aigu, plus d'une semaine pour un syndrome de fièvre isolée, et plus de 5 jours pour un syndrome de signe nerveux, et voire parfois plusieurs mois. Je pense à par exemple ceux-ci qui ont attendu plusieurs mois avant d'appeler le vétérinaire sentinelle. Le dernier indicateur est la sensibilité, qui est une mesure indirecte de la capacité du RESP à détecter les maladies équines. Et ici, vous voyez le nombre de vétérinaires sentinelles en vert au cours des années, voilà, sur les barres vertes. Les barres bleues sont le nombre de vétérinaires qui déclarent une activité équine à l'Ordre national des vétérinaires, qu'elle soit totale ou partielle. Et en orange, vous avez la courbe qui représente cette sensibilité. En fait, c'est la proportion de vétérinaires qui exercent une activité équine en France qui participent à la surveillance conduite par le RESP. Et on a atteint et on maintient à peu près 30% des vétérinaires qui participent au réseau, ce qui est à peu près comparable
à d'autres systèmes de surveillance qui s'appuient sur ce type de modalité de surveillance, donc par suspicion syndromique. Donc, en conclusion et perspective, la filière équine présente quelques défis quand même pour pouvoir réaliser une surveillance épidémiologique des maladies qui circulent, car elle est très hétérogène et elle comporte de nombreux acteurs qui ont parfois des enjeux différents. Le RESP réunit les représentants de ces différentes activités de la filière depuis un certain nombre d'années. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, ce défi, on peut dire qu'il est relevé à l'échelle française. Les acteurs ont l'habitude de travailler ensemble autour de la question du sanitaire. Il reste un défi qui est spécifique au RESP, une question de financement pérenne, qui est encore en cours. Et dans nos perspectives, il faut donc continuer à encourager et éduquer les détenteurs à appeler leur vétérinaire et pour déclarer les cas afin que tout le monde puisse bénéficier. Chacun, en fait, permet d'être les yeux du système de surveillance. Et donc, pour cela, nous réalisons des actions de sensibilisation et de formation. Pareil, nous encourageons les vétérinaires sentinelles à déclarer à des actions spécifiques auprès de cette population. Et enfin, nous avons un projet en cours de développer un réseau de laboratoires sentinelles, puisque pour le moment, nous n'en avons qu'un seul. Et pour augmenter la sensibilité du RESP, nous avons pour projet de développer un réseau de plusieurs laboratoires pour les principales maladies qui nécessitent une détection précoce afin de mettre en place une gestion collective et réactive pour essayer d'avoir le plus d'informations possible. Et notre enjeu, c'est bien de standardiser les analyses de laboratoire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que surveiller les maladies permet de garantir le statut sanitaire de la population équine en France et ainsi limiter l'apparition d'épizooties. Pour surveiller, il faut avoir des données. Donc, encouragez vos vétérinaires à déclarer vos chevaux malades auprès du RESP. La population équine est hétérogène et par conséquent son statut sanitaire également. La plupart des maladies équines ne sont pas ou plus réglementées ou moins réglementées et leur surveillance dépend de la volonté de la filière qui rassemble de nombreux acteurs. Ils devront s'accorder sur des programmes collectifs et volontaires. Le RESP surveille les maladies équines depuis 1999 et c'est un modèle unique en Europe qui associe les vétérinaires et les professionnels de la filière équine. Et son expertise est reconnue à l'échelle internationale.